Bonjour. Je profite de ce confinement pour le coup volontaire, c'est-à-dire que les cours sont arrêtés, la vie en paroisse est en berne, même si on a eu aujourd'hui une communication pour indiquer que l'on peut reprendre avec un certain nombre de mesures la célébration des messes dans les paroisses avec les mesures de se laver les mains, avoir de masque et garder un nombre de 50 personnes. Je pense que ça peut être utile et intéressant, un certain nombre de réflexions. Je pense que raisonnablement, il n'y a pas de retour à l'école au Cameroun avant fin mai. Je pense raisonnablement qu'il n'y a pas ça. Ça dépend bien entendu de l'évolution du virus. Mais ce que nous sommes en train de voir confirme ce que la perception initiale avait donné. C'est-à-dire qu'il y a un refus de pensée qui est assez évident et une mise en adéquation, copier-coller des mesures que les autres décident, et les autres décident ces mesures-là par rapport à une réflexion qu'on peut ne pas partager, mais voilà. Par exemple, quand on dit qu'il faut rentrer à l'école au Cameroun, rentrer à l'école après le Covid, ça veut dire avec le Covid-19, comment peut-on rentrer dans une école qui a 100 élèves par classe? Voilà, il faudra donc mettre sur pied un ensemble de mesures de distanciation. Comment on va faire? C'est ça qu'il nous faut expliquer. C'est-à-dire que la France dit on va rentrer à l'école et ils vont mettre un élève tous les 2 bancs. Est-ce que le Cameroun rentre à l'école avec les mêmes mesures? C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant dans la nécessité d'une réflexion. Alors, c'est facile pour moi. Je n'ai pas l'obligation de réfléchir sur ça. Je voudrais réfléchir sur des champs qui n'ont pas immédiatement pris sur la réalité, à l'apparence, mais en fait qui gouvernent cette réalité-là. C'est pour ça qu'un certain nombre de questionnements dans la vidéo précédente sont sortis. Et voilà, je voudrais aujourd'hui regarder du point de vue anthropologique, quels sont les différents modèles qui ressortent, quels sont les différents paradigmes qui sont mis en évidence. Quelqu'un m'a fait noter la dernière fois que dans la vidéo faite, je parlais de paradigme. Le paradigme, c'est un modèle. Ça veut dire un modèle d'homme. Par exemple, le modèle asiatique, le paradigme asiatique. Donc le modèle asiatique, c'est un modèle collectif. Les Asiatiques jouent collectif en général. C'est d'ailleurs leur point fort par excellence, mais c'est aussi très vite leur point faible. C'est-à-dire qu'en dehors du collectif, on n'est plus personne. Officiellement, le Camerounais est très lié à son ethnie. D'ailleurs, le tribalisme va travailler sur ces acquis-là. C'est-à-dire qu'on va donner le bon et le mauvais dans le critère uniquement de la tribalité. Il y a un certain nombre de choses vraies ou fausses qui vont tourner autour des filles de l'Est, des hommes de l'Ouest, des femmes du Sud, des filles Nangaboko, et ainsi de suite. Mais ce sont en fait quoi? Ce sont des paradigmes. Alors, officiellement au Cameroun, nous jouons collectif. Réellement, quand vous vivez au Cameroun, il n'y a pas société plus individualiste. Je dis bien individualiste, pas personnaliste, plus individualiste. C'est-à-dire que l'intérêt de la personne est toujours supérieur à l'intérêt du groupe, y compris dans l'approche ecclésiale. C'est-à-dire que quand on est nommé curé quelque part, mais c'est pour ça que je parle de paradigme, ce n'est pas l'individu, c'est un paradigme. Ce paradigme veut que chacun ne pense qu'à lui-même. Il y a une route à faire, chacun ne pense qu'à lui-même. Il y a des masques à donner, chacun ne pense qu'à lui-même. Il y a des seaux à placer dans les places publiques, chacun ne pense qu'à lui-même.
c'est la prédominance de cela qui, isolant le cas de l'individu, devient un paradigme. Et ce paradigme-là, c'est ce que nous voulons regarder. Le paradigme anthropologique est, il me semble, très important. Quand on regarde ce qui nous manque, parce que ce qui nous manque, ce n'est pas des intellectuels, c'est une réflexion qui permettrait de trouver des éléments d'un paradigme à apprendre, parce que les pandémies, les difficultés mondiales s'appliquent à tout le monde. Après, la solution des uns et des autres dépend du modèle qu'on a développé. On regarde par exemple, on est obligé de regarder par rapport aux sociétés européennes. D'ailleurs, c'est paradoxal parce que l'Africain critique continuellement le modèle occidental. Mais il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de modèle contre lequel il devrait se confronter. Quand vous regardez, que ça nous plaise ou pas d'ailleurs, l'Allemagne par rapport à cette pandémie, sans savoir que la pandémie arrivait, l'Allemagne est une société prête. Et c'est quoi une société prête? C'est une société qui a des comptes publics suffisamment sains, SAIN, pour que l'on puisse s'endetter pour faire face à des crises sans détruire le tissu socio-économique. Quand vous regardez ce qui se passe dans les sociétés du Sud, l'Italie par exemple, l'Italie va s'en sortir avec entre 140 et 160% du produit intérieur brut. C'est-à-dire que si l'Italie n'était pas la troisième économie de l'Union européenne, et si l'Italie n'était pas dans l'Union européenne, elle ne pourrait pas faire face à sa dette. C'est aussi simple que ça. Donc, sortir de la dette, sortir de la crise, c'est bien. On va tous sortir de la crise. La question, c'est comment on en sort. Sortir de la crise et rembourser l'argent. Il faut rembourser les prêts qu'on fait et préparer l'avenir. Mais préparer cet avenir autour d'un paradigme. Et c'est ce paradigme-là qu'il est important de construire. Donc, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est un panorama des paradigmes possibles. Ce n'est évidemment pas exhaustif, mais le premier paradigme est évidemment le paradigme, j'appelle le paradigme socratique. Socratique veut dire Socrate, Platon, Aristote, et ça veut dire aussi la vision chrétienne. Mais ça inspire, c'est ça. Le paradigme socratique inspire la vision chrétienne. Le paradigme socratique tient en deux grandes écoles. L'école socrato-platonicienne et l'école aristotélicienne. C'est fondamentalement les deux grands paradigmes anthropologiques. Ce paradigme-là veut que l'homme soit en fait la réalité la plus réalisée qui intègre une vision de sagesse. C'est ça. L'homme est le seul qui intègre une vision de sagesse. Et qu'est-ce que la vision de sagesse dans la perception socratique? La vision de sagesse, c'est d'abord une théorie de la connaissance, c'est une éthique et c'est une espérance. C'est-à-dire, vous allez voir que ce modèle socratique s'applique de manière formidable. La réponse au modèle socratique va donner chez Platon une théorie de la connaissance qui n'est pas la même théorie chez Aristote tout à fait, mais une théorie de la connaissance. Donc, tous les modèles anthropologiques de type socratique ont une théorie de la connaissance, que j'appelle théoria en général, une éthique, c'est-à-dire une vision, une connaissance des lois de la nature et des dieux, une adéquation de mon agir et de l'agir collectif par rapport à cette connaissance-là, dans la perspective d'une espérance. Et qu'est-ce que j'entends par l'espérance? C'est ce que Kant appelle le règne des fins. Donc c'est ça la question. Donc, théorie de la connaissance, éthique et une espérance. Où je vais,
où tout ça me mène. Alors il y a une réponse aristotélicienne, il y a une réponse platonicienne, et cette vision socratique est très intéressante parce qu'elle implique à chaque fois, depuis Hésiode, elle implique à chaque fois, et avant même Hésiode, tout ce qu'on appelle l'inconscient collectif grec qui est dans... C'est donc Zeus, dans la mythologie, qui a gagné le combat contre les titans. Ayant gagné ce combat contre les titans, Zeus établit des lois. Qu'est-ce que la théorie de la connaissance? C'est de connaître les lois de la nature. Connaître les lois de la nature. Donc, il y a une très forte prédominance dans la connaissance. D'ailleurs, on retrouve ça quand vous regardez dans le Protagoras de Platon. Connaître est vital. Ne pas connaître est terrible. Donc, chez Platon, dans le Protagoras, celui qui agit mal, ça ne peut être que parce qu'il ne connaît pas. D'où la nécessité d'illuminer l'autre par la connaissance. Par la connaissance. Donc, celui qui agit mal, c'est parce qu'il ne connaît pas. Par contre, celui qui agit bien, il connaît, donc il se met en conformité à une connaissance. L'agir est dépendant d'une connaissance. Voilà. Pourquoi? Pour le bonheur, le règne des fins. Ce bonheur-là va prendre des composantes qui sont différentes. Cette théorie de la connaissance, cette éthique et ce règne des fins, cette espérance pas au sens chrétien forcément du terme. Il y a un livre de Ernst Bloch qui s'appelle Le principe espérance. Et Ernst Bloch est un néo-communiste du XXe siècle. Donc, Ernst Bloch écrit bien Le principe espérance. Ce n'est pas l'espérance chrétienne, mais c'est la vision de l'objectif du communisme. On va dire ça comme ça. Donc, les Socratiques ont un modèle anthropologique articulé autour d'une connaissance. Il y a des lois de la nature à connaître. Il y a donc des lois pour l'humain. Il y a des lois pour d'abord l'humain. Donc c'est ça. Il y a d'abord des lois pour l'humain, les lois pour l'humain dans la nature en elle-même. Et connaître ces lois est fondamental. Se les appliquer et vivre en adéquation avec ces lois, ça rend heureux. Et c'est ça. Donc, l'éthique en vue du bonheur. Il y a une réponse aristotélicienne et une réponse platonicienne. Mais c'est le modèle socratique. La dimension chrétienne, qui est le deuxième paradigme, ne va pas dire quelque chose de si éloigné. C'est-à-dire que le christianisme est aussi le christianisme, donc, je fais simple, hein, c'est vraiment le Moyen-Âge. Je simplifie de beaucoup. Parce que le christianisme commence déjà avant le Moyen-Âge. Il faudrait regarder, si on veut vraiment entrer dans la distinction des choses, il faudrait regarder la question du point de vue de la patristique, donc des pères apostoliques, des pères grecs, des pères latins, et de voir comment cette vision va évoluer dans une approche d'abord de l'humanisme du Moyen-Âge et après la théologie chrétienne pour aboutir au grand système, notamment la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin. Mais, et après avec la scolastique décadente, c'est-à-dire toute l'approche depuis Jean Scott, Suarez et Guillaume de Cam, n'est-ce pas? Donc, ce modèle-là est un modèle, le modèle chrétien, lui aussi s'articule autour d'une connaissance. C'est-à-dire que toute l'approche de Dieu par rapport à Israël dans la première alliance, de Dieu en Jésus-Christ par rapport à l'universel dans la deuxième et éternelle alliance, s'articule d'abord autour d'une connaissance. Il y a une théorie de la connaissance. Le christianisme intègre une théorie de la connaissance. Quand vous regardez ce que c'est que la bénédiction, c'est d'abord écouter la loi de Dieu pour la mettre en pratique.
Donc, si tu écoutes les volontés du Seigneur et si tu les mets en pratique, voici les bénédictions qui tomberont sur ta vie. Du coup, vous avez une théorie de la connaissance qui intègre une éthique. C'est-à-dire que ce que je connais, je dois le mettre en pratique. Pour quel but? Avoir une vie de bénédiction, être heureux en Dieu. C'est toujours le même paradigme avec des contenus différents. D'ailleurs, Exode chapitre 4, verset 6 dit bien que le peuple meurt, pas par l'action du démon, mais faute de connaissance. C'est très important d'intégrer ces éléments-là. C'est par faute de connaissance que le peuple meurt. Le peuple ne meurt pas par l'action du démon. Il peut mourir faute de connaissance. Cette connaissance n'est pas que théorique. C'est-à-dire que quand je connais une chose, cette connaissance au sens vraiment biblique implique une intimité qui transforme. Le paradigme chrétien va garder théorie de la connaissance, éthique et espérance. Par contre, il va avoir deux grandes réponses. La première grande réponse qui est la très grande majorité du christianisme du Moyen-Âge, c'est l'approche néoplatonicienne avec saint Augustin. Cette approche néoplatonicienne implique une connaissance de type affectif. La véritable connaissance implique le cœur. Je ne connais que ce que j'aime et je n'aime fondamentalement que ce que je connais. Une mère connaît son fils, pourtant elle ne fait pas une thèse de doctorat sur son fils. La mère connaît son fils et parce qu'elle connaît son fils, elle va pouvoir distinguer entre le pleur qui est lié à... Donc l'enfant pleure avec le pleur qui est lié à il a faim. Donc l'enfant est mouillé, il a faim, il veut dormir, il est fatigué, il est malade. Mais l'enfant ne fait que pleurer. Comment est-ce que la mère sait ça? La mère sait ça par rapport à cette connaissance qu'elle a actuée, mûrie de son enfant pendant les 9 mois où il a été dans son sein, n'est-ce pas? Où il était tissé dans son intimité profonde. Donc, la réponse de type néoplatonicienne qui s'incarne très bien en Saint-Augustin. Et puis, il va y avoir une réponse néo-aristotélicienne qui est celle de saint Thomas d'Aquin et de l'école dominicaine. Cette réponse est assez... c'est une reprise avec des contenus particuliers. C'est-à-dire que la connaissance, oui, et non plus que la connaissance humaine. D'abord, la connaissance de Dieu qui intègre la connaissance de l'homme et qui va impliquer le retour à Dieu. Les trois grandes parties de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Dieu, l'homme Dieu et l'homme qui devient Dieu. Donc Dieu, la prima part, Jésus-Christ, homme-Dieu, vrai homme et vrai Dieu, où on va regarder donc l'homme dans toutes ses dimensions. Et la troisième partie, la vie chrétienne comme retour à Dieu. Cette vie chrétienne comme retour à Dieu en vue du bonheur. Donc, on a le même paradigme avec des contenus très différents. Mais c'est exactement le même paradigme. Ce paradigme-là va commencer à changer après l'époque moderne. Donc, dans l'époque moderne, qu'est-ce qui se passe? L'époque moderne commence d'abord à travers une période très particulière qu'on appelle l'illuminisme. C'est vraiment le rejet des fondamentaux de ce qu'a été le Moyen-Âge et la période par excellence chrétienne. Par excellence, au moins du point de vue des contenus. Après, on peut en discuter du point de vue d'autres choses, non? Mais c'est très intéressant de regarder ces aspects en se disant, voilà, il y a un contenu qu'il faut, il y a un contenu qu'il faut, il y a un contenu. Ce contenu qu'il faut va
complètement être modifié dans l'époque moderne. À partir de l'époque moderne, le paradigme change. Ce paradigme-là intègre toujours une théorie de la connaissance, mais cette théorie de la connaissance porte en elle-même une éthique, c'est-à-dire que c'est la théorie de la connaissance qui gouverne l'éthique, et la théorie de la connaissance porte les germes de la lumière. Il y a bien entendu, encore parce que c'est tous ces élèves, les anciens élèves jésuites, où je parle de l'époque moderne, donc je n'oublie pas tout le courant empiriste, tout le courant donc britannique. Mais le paradigme reste un paradigme d'inspiration ancienne et médiévale, c'est-à-dire une théorie de la connaissance. Dans cette théorie de la connaissance, la raison est divine. La raison est divine. Les éléments du modèle, notamment cartésien, restent d'inspiration néoplatonicienne. On va distinguer la substance pensante de la substance étendue, donc la rex cogitans et la rex extensie, non? Donc ces deux dimensions vont rester, mais dans une approche très particulière. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment l'époque moderne commence, bien entendu, dans ses articulations fondantes en Descartes, et vont voir en Kant la réalisation extrême. C'est-à-dire que Kant on dit que c'est le meilleur, mais c'est le dernier. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est très intéressant de voir comment ce projet anthropologique, ce paradigme anthropologique, dans l'époque moderne, a deux grandes écoles. L'école rationaliste, c'est-à-dire que la raison gouverne tout, et quand la raison gouverne, le bonheur est acquis, et quand la raison gouverne, le règne des fins est assuré. Le deuxième paradigme, c'est le paradigme empiriste. Et l'école empiriste est très intéressante, parce que cette école nie à la raison son caractère totalisant et universel, pour nous donner à la vérité que les bribes de l'expérience immédiate, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas d'universel, c'est vraiment l'individu. C'est un paradigme. Hein? C'est un paradigme. À partir du moment où j'exclus l'universel, à partir du moment où j'exclus les lois, je pose un paradigme qui a l'expérience immédiate comme un unique universel, entre guillemets, qui n'existe pas. C'est-à-dire que l'individualité est érigée en système universel. Comment savoir que l'eau bout à 120 degrés, enfin, je ne saurais jamais qu'elle bout à 120 degrés, parce que je dois à chaque fois faire l'expérience, je prends de l'eau, j'allume le feu, et puis le feu, quand l'eau bout, je prends le thermomètre, je vérifie, c'est 100 degrés. Très bien. Est-ce que je peux en faire une loi universelle? Non. Puisqu'il pourrait y avoir une expérience qui, elle, hypothétiquement parlant, ferait en sorte que l'eau bout soit à 92 degrés, soit à 97, soit à 102 degrés. Voilà. Donc, c'est ces deux modèles-là. Ces deux modèles vont monter jusqu'à Kant. Mais avant Kant, il est intéressant de voir comment, parce que Kant est vraiment le dernier qui pose la question du modèle anthropologique dans ces trois aspects-là. Ces sociétés, dans ces deux visions, vont donner deux grands modèles sociétaux et deux grandes réponses de ce que c'est que l'homme. Le modèle britannique, le modèle donc anglo-saxon empiriste, ça veut dire le modèle de Locke Hobbes, l'homme qui est un loup pour l'homme,
le modèle rationaliste, très optimiste, c'est normal, ça fait partie des capacités, des qualités de la raison, l'optimisme sur l'homme. Donc l'homme est bon, l'homme est foncièrement bon, et c'est la société, la méchante société, c'est la société qui le rend mauvais. Donc, on a ces deux modèles. Un modèle pessimiste sur l'humain, où il faut la société pour en tirer quelque chose de bon, et un modèle très optimiste, c'est le moins qu'on puisse dire, sur l'homme qui se déprave au contact de la société, qui elle est méchante. Et puis on arrive, ces deux modèles anthropologiques arrivent à Kant. Kant essaye une synthèse unique. La synthèse de Kant, qui est à mon avis l'auteur à connaître quand on est docteur en philosophie. À l'époque au Moyen-Âge, il y avait le commentaire des sentences de Pierre Lombard qui te donnait accès au monde universitaire. Je pense qu'il faudrait faire un commentaire de la critique de la raison pure de Kant. Faire un commentaire à tous les professeurs de philosophie, à tous ceux qui rentrent dans la recherche philosophique. Il faut jamais oublier que le doctorat est un doctorat de recherche. C'est-à-dire que quand on est doctorant et quand on est a posteriori docteur, c'est parce qu'on est un chercheur. Et qu'est-ce que c'est que la recherche? C'est être capable, qu'on ait fait sa thèse sur Kant ou pas d'ailleurs, de faire un commentaire de la critique de la raison pure de Kant. C'est très intéressant, la critique de la raison pure. Elle se tient sur une phrase. Comment est-il possible que se réalisent en nous, dans le sujet, des jugements synthétiques et a priori? Voilà. C'est la réponse à cette question-là qu'est la critique de la raison pure. C'est-à-dire que Kant prend acte d'un modèle qui a vécu. Ce modèle est un modèle socratique. Ce modèle socratique, c'est quoi? C'est la réalité qui est déjà là, c'est-à-dire que l'homme est ce que la réalité en a fait. Et il y a un voile dessus. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? La connaissance est un dévoilement. En grec, connaissance veut dire aletheia, vérité, pas connaissance. La vérité, en grec, ça veut dire aletheia. Et théa, c'est le voile. Aletheia, à privatif, peut être regardé comme un dévoilement. Qu'est-ce que c'est que la vérité? On retrouve ça dans Martin Heidegger. Qu'est-ce que la vérité? La vérité est un dévoilement de l'être. Ce modèle anthropologique, cette théorie de la connaissance, qui depuis les socratiques arrive à Kant exclut, ce modèle-là, Kant le met complètement le fait exploser complètement en vol. Kant va proposer un nouveau modèle, il ne dit pas ça comme ça, c'est un nouveau modèle de connaissance. Mais cette théorie de la connaissance est très intéressante. Ce n'est pas un modèle anthropologique, c'est une théorie de la connaissance. Et cette théorie de la connaissance va donc porter la vérité à deux niveaux. La vérité n'est plus dans la réalité, la vérité est une composition. C'est-à-dire que le réel en lui-même est une donnée, mais ce réel-là ne peut accéder à moi qu'au travers d'un double filtre. Le filtre des jugements synthétiques et le filtre de l'a priori. Donc pour le synthétique, il y aura, par rapport à la connaissance, il y a le filtre des 12 catégories de Kant, dont la connaissance authentiquement telle passe par les 12 catégories. Donc les connecteurs de la connaissance sont les 12 catégories. Il n'y a de connaissances que celles qui sont capables de filtrer au travers des 12 catégories. Connaissance, la raison pure, dans la raison pure.
Dans la raison pratique, il n'y a de connaissances que celles qui sont capables de filtrer au travers de l'espace et du temps. Les deux forment a priori de la sensibilité. Critique la raison pratique. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la connaissance? La connaissance, chez Kant, est un jugement synthétique. Et qu'est-ce qu'un jugement synthétique? En simplifiant beaucoup, c'est la mise en commun de deux choses. C'est la mise en commun de la perception, c'est la mise en commun du donné rationaliste au travers des connecteurs que la forme a priori de la sensibilité, par exemple, a donné. Il n'y a de connaissances éthiques que dans l'espace et dans le temps. Non. La morale dite de situation. Le coronavirus nous a étonnamment mis en situation. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les catégories d'hier, donc ceux qui venaient de France, étaient toujours regardés avec beaucoup d'admiration. Et du jour au lendemain, si quelqu'un vient de France, on le fuit. C'est bizarre. Du jour au lendemain, ceux qui étaient en France, en Europe, en Allemagne, en Belgique, en Italie, d'ailleurs, c'est eux qui ont massivement amené le coronavirus au Cameroun parce qu'ils étaient déjà connectés, ils étaient déjà contaminés là-bas. Du jour au lendemain, le paradigme a complètement changé. C'est-à-dire que ne pas être là-bas, c'est bien. Ne pas être là-bas, c'est bien. Or, jusqu'à il y a un mois, à tout prix être là-bas, coûte que, comme on dit en anglais, whatever it takes, non, quel que soit ce que ça coûte. Quel que soit ce que ça coûte. Donc, le nouveau paradigme est donc non plus un dévoilement, mais un jugement. Ça veut dire une composition. Il n'y a plus de vérité a priori, il n'y a de vérité que dans le jugement synthétique. Et le jugement synthétique, c'est une composition. Donc ça veut donc dire que la vérité sur l'homme n'existe plus dans la réalité. Donc le naturalisme vole en éclats après Kant. Le naturalisme vole en éclats après Kant. Le naturalisme, après Kant, vole en éclats. C'est pas étonnant si des années plus tard, quelques siècles plus tard, on arrive à la postmodernité. Et la postmodernité, c'est d'abord une archéologie du savoir dans le fait de démonter les fondements de la modernité. Donc on démonte la vision qui a prévalu depuis la modernité, ça veut dire depuis grosso modo Descartes. On va la démonter, l'archéologie du savoir, Michel Foucault. C'est le titre de l'ouvrage de Michel Foucault. Et donc, cette archéologie, pour démonter, il faut en faire une archéologie. Et aboutir à la fin, comme il est dit à notre ouvrage de Michel Foucault, les mots et les choses. Il n'y a plus que des mots et des choses. L'humanité s'en est allée. Tout ce qui est de l'ordre de l'axiologie, dont les valeurs, ont volé en éclats. Il n'y a plus que des mots et il n'y a plus que des choses. Ce modèle anthropologique est très moderne. Il est très contemporain. C'est-à-dire que quand vous regardez ce que je vous disais l'autre jour, ça choque. Donc vous regardez l'idéologie des droits de l'homme. Donc il suffit d'être homme pour mériter qu'il y ait sur toi ce caractère d'absolu et d'universel qui transcende ta race, ton ethnie, ton genre, voilà. La vérité, c'est que si je suis américain, je suis plus homme. Si je suis camerounais, je suis moins homme. Ça ne me plaît pas, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ce que je suis dépend d'où je suis. Quand vous proposez quelque chose qui pourrait être vrai, quand vous regardez la vérité, quand vous regardez quand vous regardez vraiment du point de vue de la... Comment dire? Je ne veux pas
m'attarder sur le virus parce que ça peut être quelque chose de trop limitatif. Mais quand vous regardez, même du point de vue, voilà, un enfant, prenez un enfant, l'éducation d'un enfant. Donc, universellement, l'UNICEF va nous donner des critères. Donc, l'enfant, faut pas que, voilà, faut qu'il joue, faut qu'il mange bien, qu'il ait le petit déjeuner, le goûter, qu'il ait le repas de midi, qu'il ait la sieste, qu'il ait le goûter de l'après-midi, qu'il fasse ses devoirs, qu'il ait le jeu, et puis une bonne douche, un bon repas le soir et qu'il dorme. Ça, c'est une vision, je ne dis pas idéaliste, c'est une vision qui ne regarde pas les trois quarts du monde. La vérité de beaucoup d'enfants, c'est qu'ils se lèvent très tôt, ils vont puiser de l'eau entre 4 et 9 km, ils vont puiser de l'eau. Et quand ils ont puisé de l'eau, ils vont à l'école, souvent à pied. Est-ce qu'ils ont mangé? Non. Ou rarement. Et puis, ils vont rester à l'école jusqu'en début d'après-midi. A priori, ils suivent bien. Je dis bien a priori. Et puis, ils rentrent de l'école, ils vont puiser de l'eau. Et quand ils ont fini de puiser de l'eau et de porter du bois, alors, s'il y a quelque chose à grignoter entre-temps, ils vont le faire. Et ils vont faire leurs devoirs s'il y a la lumière. S'il n'y a pas la lumière, bon, on se débrouille. Bref, du coup, vous avez les trois quarts de l'humanité qui vivent hors de ce paradigme-là. Du coup, quand on parle de l'homme, on est tenté de parler de l'homme en général, mais vous comprenez bien, c'est-à-dire que je le disais dans la dernière vidéo, j'ai déjà enlevé ça de mon vocabulaire, c'est-à-dire que je ne parle plus en principe, en général, normalement, ces mots ont sauté. C'est-à-dire que, normalement, quand tu enseignes, tu as de quoi te payer tes livres. Ça, c'est dans certains modèles. Chez nous, ce que tu gagnes parce que tu enseignes n'est pas suffisant pour t'acheter des livres. Du coup, si tu t'achètes des livres, c'est parce que tu as d'autres revenus. Alors, on va me dire, mais pourquoi tu enseignes? Parce que je crois en l'enseignement. Parce que je pense que j'ai reçu quelque chose. Parce que je pense que j'ai quelque chose à dire. Je pense que j'ai quelque chose à dire. Je pense que j'ai quelque chose à dire. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là, où la vérité devient un paradigme de composition. Si moi, Camerounais, je dis qu'au Cameroun, il y a des lenteurs administratives bizarres et que quand vous avez un chantier de travaux publics, on verse la terre, on enlève la terre, donc aujourd'hui on la racle, demain on l'enlève, après demain on la reverse. Voilà, si moi, Camerounais, je dis ça, on va dire qu'au pire, je suis un opposant. Si un Français ou un Blanc, peu importe qu'il soit français ou pas, dit la même chose, c'est une tragédie. C'est du néocolonialisme. Comment est-ce qu'il se permet de dire une chose comme ça? Les Africains sont assez grands eux-mêmes. Pourtant, on a dit exactement la même chose. Et cette même chose n'est vraie que par rapport à celui qui l'a dit. Donc, ce n'est plus la vérité. Ce n'est plus, est-ce que réellement au Cameroun, les choses sont comme ça? Celui qui l'a dit, la vérité dépend de celui qui l'a dit et de celui qui l'entend. Et il faut composer entre les deux. Ce modèle que je suis en train de vous traduire a l'air vraiment très, très simple comme ça. Donc vous allez voir, si vous essayez de dire aux Camerounais, je le vois, laissons tomber les causes coloniales. Ben, vous avez la moitié des Camerounais qui vous disent, ah mais non, oh là là, c'est naïf de penser comme ça. D'ailleurs, si tu penses comme ça, c'est que tu es le fruit réalisé de la société occidentale qui veut que tu penses qu'elle n'a pas de culpabilité dans ce que tu es en train de vivre. Je n'ai jamais dit ça. Je te dis juste que les autres peuvent avoir leur part de responsabilité. La mienne est entière. C'est-à-dire que ma vie, c'est moi qui l'amène. Et c'est moi qui l'amène à travers un certain nombre de choix. Je suis bien placé
pour savoir ce que c'est qu'un choix. Quand je choisis de faire le deuxième cycle de philosophie avant la théologie, je sais ce que c'est que choisir. Je sais le poids social que les autres vont exercer sur toi, sur moi, pour dire que c'est un choix qui n'a pas de raison d'être. Donc, je suis suffisamment bien placé pour savoir les conséquences d'un choix. Quand vous choisissez de penser d'une certaine manière, ben vous allez devenir l'objet de beaucoup d'attaques. Je suis bien placé pour le savoir, d'accord? Donc, à partir de Kant, et c'est ça qui est très intéressant, le modèle anthropologique devient un modèle qui s'articule autour d'une composition. Il n'y a plus de vérité sur l'homme. Il n'y a que le contrat social qui est en vigueur actuellement sur l'homme. Très important. Il n'y a plus de vérité intrinsèque. Bien sûr qu'il y en a une, mais elle ne compte plus. Ce qui compte, c'est la vérité du contrat social. Au Rwanda, le contrat social avec le président Habyarimana était une vérité. Avec le président Kagame, le même Rwanda va vivre une autre vérité. C'est très intéressant de regarder sous cet angle-là les différents paradigmes. C'est-à-dire que la vérité tient en un moment. Quand vous regardez la naissance du Troisième Reich, il ne faut jamais oublier que Hitler n'a pas fait de coup d'État. Hitler, au début, a gagné des élections. Ça veut dire que Hitler a procédé par les idées. Donc, et les idées consistaient en quoi? Trouver les boucs émissaires, ce qui est toujours d'ailleurs le paradigme d'une pensée de crise. Trouver le bouc émissaire. Au Cameroun, c'est facile, c'est la France. Pourquoi telle chose ne marche pas? C'est la France. Donc, trouver les boucs émissaires, c'est très important. Une fois qu'on a trouvé les boucs émissaires, on les charge de tous les maux de la société, d'une manière d'ailleurs excessive, et comme ça, nous, on n'est que des victimes. Voilà, c'est un modèle simplifiant, c'est un modèle simplifié. Cette anthropologie-là est très à la mode, jusqu'à ce qu'un jour, on se retrouve, personne n'a parlé de ça. L'Afrique, le président Macron est venu en Afrique défier les Africains en disant « J'écoute votre opinion publique, j'écoute votre jeunesse, allez, on se débarrasse du franc qui s'appuie sur la France et vous vous débrouillez. » L'Afrique de l'Ouest est en train de faire quelque chose, l'Afrique centrale pas. Évidemment, la réponse est déjà là. Mais vous pensez que la France va accepter? C'est sûr que si l'Afrique centrale n'est pas prête, c'est parce que la France ne veut pas qu'elle soit prête, ainsi de suite. Ça fait tellement d'années qu'on dit qu'on veut l'autonomie financière, qu'on veut gérer sa propre monnaie. On devrait avoir ça quelque part dans un tiroir. C'est-à-dire qu'on devrait avoir réfléchi à la question d'une certaine manière. C'est comme si, en début juin, je me retrouvais pour la reprise des cours sans avoir travaillé la réforme carolingienne dans les détails. C'est comme si je me retrouve à la reprise des cours sans avoir travaillé dans le détail la question entre les causes, entre les preuves de l'existence de Dieu et les voies d'accès à l'être premier. Donc, je sais que je vais avoir ça. Donc, je dois travailler ça dans les détails pour faire en sorte d'être prêt. Non, si l'année est blanche, elle est blanche, point. Mais ce sera pour l'année prochaine. Mais quand je veux quelque chose, je travaille cette chose suffisamment pour que le moment où l'opportunité se présente, c'est peut-être l'influence allemande d'ailleurs. Les Allemands, eux, ils sont prêts, avec beaucoup de simulations d'ailleurs. Et quand la situation arrive, les Allemands sont souvent assez près d'ailleurs. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Donc, ce modèle anthropologique est le modèle dominant jusqu'à aujourd'hui. Ce modèle anthropologique, c'est le modèle dominant. Alors, modèle dominant à travers une fragmentation formidable. C'est-à-dire qu'on a d'abord les 7 formes de l'athéisme contemporain. Après les 7 formes de l'athéisme contemporain, nous avons les grands systèmes, nous avons
le Cercle de Vienne, l'École de Francfort, et nous avons la pensée postmoderne pour aboutir, par exemple, après à la question du transhumanisme. Donc, la problématique de l'homme transhumain. Cet homme transhumain qui est très intéressant. Si j'avais le temps, je regarderais avec toi la question du transhumanisme. Je n'ai vraiment pas le temps aujourd'hui. On a déjà dépassé 3/4 d'heure. Donc, il va falloir commencer à poser les jalons de ce travail de conclusion. Pourquoi nous avons fait cette réflexion? Pour voir comment les modèles anthropologiques s'opposent à nous. Est-ce qu'on peut réfléchir à un modèle d'homme, un modèle anthropologique, et donc un modèle sociétal, et donc un modèle économique, et donc un modèle même religieux pour notre diocèse? Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Est-ce qu'on peut faire sans la vision kantienne qui veut que ce soit une composition? Non. Par exemple, je vous donne trois exemples. Pendant longtemps, le Cameroun a, par exemple, le modèle du chef. Je reste à chaque fois sur le modèle. Au Cameroun, quand on a une responsabilité, c'est dans le modèle du chef. Et qui est le chef? C'est celui qui commande et qui a toujours raison. Et j'ajoute, surtout quand il a tort. Il y a donc le modèle du chef traditionnel, c'est-à-dire que le chef traditionnel a des griots devant lui, et la manière de montrer qu'on est d'accord avec lui, c'est de dire tout le temps oui, 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 c'est très bien. Vous voyez ça quand vous allumez si vous regardez le président de la République parle, il y a des griots. L'évêque ou le vicaire général dit quelque chose, vous allez avoir tout de suite des gens pour dire oui, monseigneur. En fait, ces gens qui disent oui, monseigneur n'en pensent pas un mot. Ils ont bien compris que ce qui est important, c'est la sincérité qu'on met, pas la vérité. La sincérité, c'est-à-dire qu'il faut faire semblant, il faut vous mettre griot parce que la personne qui est en face a besoin de se sentir très importante dans ce qu'elle a dit, même quand c'est une répétition banale de ce que d'autres ont dit, n'est-ce pas? Bon, donc les griots. Dans la société camerounaise, on a le modèle du chef. Est-ce que le modèle du chef est le seul modèle existant? Non. Est-ce qu'on peut penser un modèle? Oui. Est-ce que ce modèle doit être complètement ex nihilo? Non. Je pense qu'il faut intégrer des éléments de la tradition, des éléments qui parlent aux Camerounais. Mais est-ce que c'est suffisant de poser un modèle? Non. Ce modèle sera forcément une composition entre une vision antique du Cameroun, basée sur la tribalité, par exemple, avec la composition du monde dans lequel on est. Ce virus nous a réveillés au 3e millénaire. Vous savez, à Dakar, le président Sarkozy avait fait un discours polémique disant que l'homme africain n'était pas entré dans le 3e millénaire. Alors, je ne sais pas si on est entré dans le 3e millénaire, mais on s'est réveillé dans le 3e millénaire. C'est-à-dire que les décisions qu'il faut prendre sont des décisions du 3e millénaire. Il faudra faire des prises de sang. Il faudra tester. Il y a des mots qui sont entrés dans notre vocabulaire. Masque. C'est-à-dire que du jour au lendemain, sont entrés des mots, gestes barrières, masque, gel hydroalcoolique, laver les mains, des choses très intéressantes, mais qui ne correspondent pas. C'est-à-dire quand je parle de composition, laver les mains, c'est très bien. Je me lave les mains une vingtaine de fois par jour maintenant. Mais se laver les mains implique de composer avec l'eau courante. C'est aussi simple que ça. Or, le modèle sociétal que nous avons affirme toujours des vérités qui sont des types socratiques. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en se lavant les mains, je diminue la potentialité, la possibilité de transmettre le virus. Ça implique d'avoir de l'eau. Donc, ce qu'on dit là intègre le fait d'avoir de l'eau.
Ça veut donc dire que se laver les mains, oui, à condition d'avoir de l'eau. Quand il y a eu, il y a un mois, tout le monde disait, restez chez vous. Oui, restez chez vous, restez chez soi. Moi, je reste chez moi, je travaille, je réfléchis. D'ailleurs, ça m'a fait du bien d'avoir comme ça un temps où il n'y a que le travail. Bien sûr qu'il y a encore du travail d'écoute des personnes, mais il y a un temps vraiment où on réfléchit. La composition, c'est quoi? Dès que tu dis à quelqu'un reste chez soi, il faut faire en sorte que les éléments pour le rester chez soi soient possibles. En France, il y a des gens qui restent chez eux, comme le beau temps arrive, ils vont remplir la piscine et ce sera bien. Rester chez nous, c'est à 70% dans la maison en terre battue, ou avec du bois et quelques clous, avec la lumière qui arrive et qui repart aussi vite qu'elle est arrivée. Donc la lumière est partie à peu près à 3 heures du matin et elle est revenue un tout petit peu avant 8 heures. Elle est repartie autour de 9 heures. Elle est revenue un quart d'heure avant 11 heures. Elle est repartie. Elle est arrivée à 18 heures moins le quart. Elle est repartie à 19 heures. Et elle est là, voilà. Donc, c'est comme ça. Si vous voyez le noir, ne vous étonnez pas. C'est que la lumière est repartie. Mais elle vient aussi vite, enfin, elle part aussi vite qu'elle arrive, et ainsi de suite. Donc, de dire aux gens, restez chez vous, c'est être optimiste. Qu'est-ce qui manque? Il manque la composition, il manque l'autre élément pour rendre possible de rester chez vous. Ça veut dire l'élément l'élément de composition. La composition, c'est la mise ensemble de deux choses qui souvent n'allaient pas ensemble. Voilà. Donc, se laver les mains, oui, à condition d'avoir de l'eau. À condition d'avoir de l'eau. Mettre un masque, à condition de l'avoir. Et tout est fait pour que ce masque n'arrive pas. C'était très intéressant de regarder la polémique autour des masques. C'est-à-dire que, comme d'habitude, on a commencé par dire, mais c'est un modèle très dominant, hein, par dire que les masques que les gens font ne valent rien. Au contraire, c'est même très dangereux pour la santé. Donc, si ces masques sont très dangereux pour la santé, à ce moment-là, proposez-nous des masques qui sont bons pour la santé. Ah, problème, il y a une pénurie mondiale. Alors, face à la pénurie mondiale, le ministre écrit, ces masques-là, qui étaient très dangereux pour la santé un jour avant, vont très bien. Donc, s'il n'y avait pas eu pénurie, ce ne serait pas vrai. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a plus de vérité. C'est la vérité du moment. Je voudrais qu'on soit rassuré. La même chose a eu lieu en France. Quand on vous dit, par exemple, mettre un masque n'est pas nécessaire, la France disait ça, pas parce que c'était fondé, mais c'est parce qu'elle n'avait pas de masque. Donc, quand je n'ai pas de masque, j'ai dit que mettre le masque n'est pas nécessaire. Donc, j'adapte la vérité à ce que je peux faire. Donc, face au coronavirus, il y a des réponses. Voilà, le confinement, l'aide sociale, ainsi de suite. Et puis, il y a les modèles alternatifs qui sont confinement sur le papier, mais aucune mesure réelle. Je voyais aujourd'hui des gens qui se baladaient avec leur masque. Le masque est en poche. Si la police est là pour vérifier, alors je le mets. Dès que je passe, je le remets en poche. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que cette composition-là n'est pas possible parce que les éléments de la composition manquent. Pour construire une route, il faut de la compétence, il faut des financements et il faut un élément en plus que souvent on n'a pas. Le fait de se convaincre à soi-même et de convaincre les autres qu'on est mieux avec une route que sans la route. Sinon, on pense que c'est bien d'avoir une route, on a des financements pour construire une route goudronnée,
Mais il manque l'élément qui va permettre la composition. Retour à l'école, dans des classes mondées. Du coup, ce virus est très intéressant puisqu'il nous permet de réfléchir sur les modèles anthropologiques. Alors, c'est une réflexion, c'est pas... Il faudrait presque permettre, si on avait la capacité de cela, un jeu de questions-réponses, parce que ce que j'ai lancé, c'est vraiment des pistes, et chacune des pistes devrait avoir un certain nombre d'éléments. Je n'ai pas, je le concède volontiers, j'ai juste annoncé la question du transhumanisme. La question du transhumanisme est essentielle, parce que la question du transhumanisme reprend d'abord les paradigmes dans le rapport au monde de la Grèce antique à l'époque contemporaine, donc le cosmos grec, la théologie chrétienne, l'époque moderne, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, le positivisme d'Auguste Comte, l'industrialisation techno-marxiste, toute la question de la réalité actuelle de l'épopée de Gilgamesh. Quand on parle de Gilgamesh, on parle d'une très grande figure qui est souvent très mal connue dans la philosophie occidentale. Donc de Gilgamesh jusqu'au mythe de Prométhée, en passant par d'autres figures. J'ai fait un travail personnel dessus, et c'est vrai que c'est un peu ce que j'aurais voulu reprendre. Ça, on va avoir la possibilité de le faire. On va avoir la possibilité de le faire. Pour regarder le transhumanisme aujourd'hui, dans la philosophie transhumaniste, qui a comme première articulation la philosophie de l'esprit, dualisme, monisme, matérialisme ou fonctionnalisme. Ensuite, la conscience des machines, donc les mutants. Il y a quelque chose dans cela. Et le transhumanisme qui nous porte vers une réalité simulée. C'est-à-dire que la réalité n'est pas... Là aussi, on est dans une composition entre l'être, entre guillemets, normal et la conscientisation des machines vers une simulation de l'être. La réalité est simulée. Donc, là, on va commencer à avoir des continuités de soi qui sont pas soi, mais qui sont une continuité de soi. Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. Je ne vais pas commencer parce qu'autrement, on n'a pas fini. Voilà, quelques réflexions. On a fait presque 1 heure. Je vous salue. Je vous invite à continuer la réflexion. C'est poser les jalons. Ce serait beaucoup plus apparemment simple de donner des leçons sur ce qu'il faut faire. Or, la réalité, ce qu'il faut faire est une composition. Par exemple, les gens vous disent, par rapport au diocèse, parce que je suis prêtre, on va vous dire, voilà, il faudrait que cette crise aboutisse à une prise de conscience. Très bien. Pour qu'il y ait prise de conscience, dans la réalité de type, donc le modèle avant Platon, donc le modèle des 3 grandes premières écoles, le modèle socratique, il faudrait juste dévoiler, la prise de conscience est là, il faudrait expliquer aux gens la prise de conscience. La vérité, c'est que cette prise de conscience, tout le monde l'a, mais chacun fait passer son intérêt avant l'autre. Donc j'ai parfaitement conscience qu'il faut, mais je pense que c'est les autres qui doivent le faire à mon avantage. Donc il manque un élément dans la composition, le fait que moi je sois convaincu qu'il faille le faire. À partir du moment où nous sommes 2 à être convaincus, l'élément de composition est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Or souvent les gens raisonnent de manière socratique, c'est-à-dire qu'il faut que les autres prennent conscience. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. C'est-à-dire que la preuve que la réflexion d'aujourd'hui est nécessaire, parce que ce modèle-là, qu'on m'a bassiné, je n'ai entendu que ça au Cameroun depuis 30 ans, ce modèle ne marche pas. Tout le monde a conscience de ce qu'il faudrait et personne ne le fait.
Parce qu'il manque le dernier maillon, toi et moi. Quand je suis conscient qu'il faut que chacun donne du sien, et toi aussi tu l'es, nous pouvons composer à deux, et on trouve une troisième personne, nous sommes à trois, nous sommes à quatre, nous sommes à cinq, et ainsi de suite. Voilà. S'il y a des mots compliqués, des choses qu'il faudrait expliquer, faites-moi signe. Je suis heureux de ça. Donc aujourd'hui, c'était le paradigme anthropologique. Il nous faudrait regarder après une histoire, un rapport qui est très important, qui est le rapport entre tradition et modernité. C'est-à-dire que qui est vraiment aujourd'hui l'Africain? Il y a deux modèles. Il y a le modèle des puristes. L'Africain est ce qu'il est. Voilà. Et puis il y a le modèle nouveau. L'Africain est l'homme des réseaux sociaux, sur Facebook, sur tout ce qu'on veut. La vérité, c'est qu'il est peut-être plus dans le premier, peut-être pas encore assez dans le deuxième, peut-être un peu dans le premier et un peu dans le deuxième, et peut-être dans une composition vers quelque chose à venir qui peut être très intéressant d'ailleurs, qui peut d'ailleurs être très intéressant. Très intéressant. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne semaine de réflexion et à très bientôt. Faites attention à vous, protégez-vous, protégez les autres et que Dieu vous bénisse. Amen.